En nous promenant dans une forêt, dans un verger, on peut observer de nombreux êtres vivants. Arbres, plantes herbacées, oiseaux, insectes, araignées et d'autres encore. Des relations alimentaires ou trophiques s'établissent entre ces êtres vivants. Les êtres vivants dépendent les uns des autres. Les plantes vertes, étant les seuls êtres vivants capables de produire des substances carbonées à partir de molécules minérales, servent de nourriture aux végétariens qui, à leur tour, sont consommés par des animaux carnivores. La compétition entraîne l'affaiblissement ou même, si les conditions restent identiques, l'élimination des individus chétifs par les individus vigoureux ou la disparition d'une espèce moins compétitive par une autre plus compétitive. Les végétaux sont en concurrence pour l'eau, les sels minéraux et la lumière lorsque les besoins dépassent les disponibilités du milieu. C'est pourquoi dans une culture d'olivier, par exemple, il est déconseillé de planter des céréales ou des légumes à l'ombre des arbres. De même, leur densité ne doit pas dépasser un certain seuil afin d'éviter la compétition et une baisse de rendement des oliviers. C'est ainsi que dans le sud, l'espace entre chaque arbre est plus grand que dans le nord. La compétition est en fait limitée dans un milieu stable grâce à une efficace répartition de l'espace. C'est la niche écologique. Celle-ci résulte d'une exploitation de tous les niveaux. Par exemple, les plantes ont des racines situées à des profondeurs différentes et chaque espèce d'oiseau utilise une strate végétale différente. Les prédateurs capturent leur proie en utilisant des techniques de chasse efficaces. Le chat et le léopard, par exemple, chassent à l'affût ou utilisent l'approche camouflée. Le faucon se laisse tomber en piqué et surprend sa proie. Le caméléon happe d'un coup de langue un insecte en plein vol. L'épère est une araignée qui piège sa proie dans sa toile. Elle tisse une toile remarquablement régulière. Totalement inoffensif pour l'homme, cet arachnide constitue pour les petits insectes un prédateur redoutable.
L'araignée est postée, immobile au centre de sa toile, ou bien cachée à proximité, tout en restant reliée au centre par un fil. Dès qu'un insecte dans son vol touche la toile, il s'englue aussitôt et s'agite pour tenter de se dégager. Mais l'araignée est déjà là. Douée d'une agilité remarquable, elle court comme un funambule sur les fils de sa toile. Lorsqu'elle est à proximité de la proie, elle l'immobilise par un fil de soie produit par ses glandes abdominales, la fait tourner sur elle-même. Une fois la proie emmaillotée, elle lui injecte un venin mortel. Elle peut alors commencer son repas. L'araignée ne peut ni broyer ni avaler de nourriture solide. Elle fait donc une entaille dans la peau de sa proie, injecte des sucs digestifs et suce tous les liquides contenus en la pressant et en la triturant. Les parasites sont nombreux. Ils ne peuvent se développer qu'aux dépens d'un autre être vivant, l'hôte. Les parasites peuvent être externes, comme les poux, les puces, les punaises, mais ils peuvent également être internes. L'intestin de l'homme héberge parfois des vers tels que les oxyures, le ténia, les ascaris. Par sa forme allongée, cylindrique, l'ascaris fait penser à un ver de terre, mais par son corps effilé aux deux bouts, sa peau blanche et lisse, l'absence d'anneaux, il s'en distingue nettement. C'est un ver rond. Il existe des mâles et des femelles. La femelle, une fois fécondée, pond des milliers d'œufs qui contiennent une larve. Rejetés avec les sels, les œufs sont disséminés à la surface du sol par les eaux de pluie ou les eaux d'égout. Qu'un enfant porte à sa bouche ses mains souillées de terre, qu'un adulte mange des légumes mal lavés, l'œuf arrive dans l'intestin, où la larve est libérée. Cette larve, qui fait parfois un extraordinaire voyage, deviendra un ascaris adulte. Ce ver ne peut donc se développer que dans l'intestin de l'homme, où il puise sa nourriture. Le préjudice qui en résulte est en général insignifiant, mais par leur présence, les ascaris peuvent causer des douleurs intestinales, des ballonnements, des diarrhées et surtout des troubles nerveux variés, dus aux substances toxiques qu'ils sécrètent. À un tel être qui tire sa nourriture d'un autre être vivant auquel il nuit plus ou moins, on donne le nom de parasite et on appelle parasitisme un tel mode de vie. Chez de nombreuses plantes à fleurs, l'autofécondation ne réussit pas ou peu. En récoltant le pollen ou le nectar des fleurs, des insectes assurent le transport du pollen vers d'autres fleurs. Les deux espèces, insectes et plantes, tirent un avantage réciproque de leur rencontre. C'est la coopération. La fève présente sur ses racines de petits renflements appelés nodosités. L'examen microscopique de ces nodosités montre que leurs cellules renferment des bactéries, les rhizobiomes, que l'on trouve aussi dans le sol. Les bactéries fixent l'azote de l'air et le transforment en substance azotée,
utilisée par la fève. Celle-ci fournit aux bactéries les substances carbonées qu'elles sont incapables de produire. Cette association est à bénéfice réciproque, mais elle est plus étroite que dans le cas de la coopération. C'est une relation de symbiose ou de mutualisme. Les cultures de fèves, comme celles du trèfle, du pois, du haricot, plantes de la même famille, possédant des nodosités bourrées de bactéries, enrichissent le sol en matière azotée. À ces plantes, on donne le nom de plantes améliorantes. Enfouies dans le sol, elles ont la valeur d'un engrais. On parle alors d'engrais verts. Les lichens résultent de l'association symbiotique d'algues et de champignons. L'algue chlorophyllienne réalise la photosynthèse que le champignon ne peut accomplir. En revanche, le champignon, grâce à ses filaments, conserve l'humidité nécessaire au développement de l'algue.